l'incendie qui a eu lieu le 26 septembre de l'année dernière a posé un certain nombre de questions qui concernent d'une part l'agglomération rouennaise et d'autre part l'ensemble de la communauté, je dirais à la fois de l'État, des citoyens et de l'administration et des industriels. Alors, nous avons ici donc des propositions qui ont été faites après les études qui ont été menées lors des études à la fois des commissions d'enquête et des propositions qui ont été faites qui sont donc de réexaminer tout un tas de procès. Ah oui, j'ai plus rien sur l'écran. Oui, oui, c'est bon. Là, c'est... Ouais. Tout un tas de procédures, aussi bien sur le plan de l'information, sur le plan de la gestion, sur le plan des process Oh. industriels, qui sont ni faites ni à faire dans un certain nombre de domaines. Donc, alors, la mission qui a eu lieu s'est déroulée sur le terrain avec des auditions multiples et variées. Ce n'est pas la peine de faire une liste, elle serait absolument imbuvable. Toujours est-il qu'on a essayé de faire après l'accident, ce qu'on aurait dû faire avant. Et en particulier, prendre en compte un certain nombre de paramètres qui sont la population, qui sont les produits, qui sont les comportements, des liens parfois toxiques d'ailleurs entre les industriels et l'administration ou l'État. Et donc, à partir de ce contexte, la question de la confiance se pose aussi. Et donc, voilà, maintenant on va peut-être passer à la suite. Sachant que les démarches qui ont été réalisées concernent un type d'entreprise, mais devraient s'étendre à l'ensemble des entreprises classées Céveso et même au-delà, puisque par exemple Normandie Logistique n'était pas classée Céveso. Justement, c'est le problème aussi des entreprises qui passent sous les radars. C'est-à-dire que vous avez une législation qui s'est empilée au fil du temps, qui a été quelquefois déstructurée, et cette législation ne fait un focus que sur des sites qui ont créé des problèmes. Or, il y a des entreprises qui ont vivoté dans le même type de secteur sans créer de problème et qui ont une certaine ancienneté et qui justement ne répondent plus aux normes qu'on pourrait attendre de la part de leurs dangers potentiels. Donc, tiens, il y a encore quelque chose qui vient se glisser sur l'écran. Je suis désolé, il y a des éléments qui apparaissent sur mon écran qui n'ont... Voilà. Oui, j'ai eu un petit souci de micro. Mais... Donc, les missions qui ont été diligentées par Madame Borne en particulier conduisent à un retour d'expérience technique. Hein, bon, ça c'est évident. Administratif et réglementaire. Ce qui compte dans tous ces retours d'expérience, c'est que la population, et en particulier les associations, ils soient liés. Alors, c'est posé la création d'un bureau enquête accident, comme pour les transports. La crise de Covid a aussi impacté ces retours, ce qui fait qu'on a eu des conclusions qui sont arrivées par bribes tout au long de l'année 2020. Voilà. Je continue là. Donc, le site de Lubrizol est un site ancien, 1954. Donc une structuration ancienne, c'est-à-dire des grands entrepôts et aussi des lieux de stockage qui sont très condensés. Vous pouvez le voir ici sur cette photo satellite, vous avez énormément d'IBC qui sont empilés les uns sur les autres. Alors ils sont sans doute bien rangés pour l'utilisateur, c'est-à-dire que le repérage interne est fait correctement. Par contre, la densité de ces stockages pose un problème par rapport au risque incendie en particulier, et pas seulement d'ailleurs. Si on compare en plus, si on suit avec la photo d'à côté, on voit qu'on a aussi une proximité par rapport à d'autres sites.
sites de transport, d'autres sites de stockage, ce qui fait que l'imbrication que l'on a ici et qui n'apparaît pas s'ajoute à l'imbrication avec le milieu urbain. Là, sur ces photos, on n'a que le site industriel, mais quand on a une vue plus étendue, on est tout de suite dans du milieu urbain et du milieu de circulation des transports aussi bien terrestres que maritimes, puisque la Seine est à proximité. Donc, on a un faisceau de risques qui est sous-estimé par rapport aux études de danger qui ont été réalisées dans le cadre du PPRT. On peut continuer? Bon, le déroulé de l'accident a été très correctement réalisé, c'est-à-dire que la gestion purement d'extinction, c'est dans les conditions qui se sont posées, c'est très correctement fait de la part du SDIS en particulier, qui a eu, malgré des moyens limités, un comportement remarquable. La participation des entreprises qui ont des moyens d'extinction, la participation du port autonome de Rouen, du port autonome du Havre, ont permis de s'organiser de manière à limiter au maximum l'extension. Ce n'est pas le problème des acteurs de la gestion d'incendie qui est dominant, c'est tout ce qui est autour. C'est-à-dire la gestion administrative, la gestion de la communication, la gestion vis-à-vis de la population et de tout ce qui s'en est suivi, et à un échelon qu'on pourrait dire national, puisque après les émanations qui sont parties et dont on ne connaissait pas la composition pendant très longtemps, se sont étendues sur plusieurs centaines de kilomètres jusqu'aux Hauts-de-France. Donc, à partir du moment où on avait un événement qui s'étendait au-delà de la périphérie limitée par le PPRT, on aurait dû avoir une gestion et une communication à l'échelon national et qui concerne tous les types de populations, à commencer par la population qui a été la plus laissée à l'abandon, c'est toute la population dans l'environnement immédiat du site, qui s'est posé tout un tas de questions, sachant qu'il y a eu des attitudes successives à des moments décalés par rapport à la réalité. Je parle de départ, par exemple, vers les écoles. Je parle aussi de la population qui a été maintenue, qui était la population de gens du voyage. Je parle aussi des gens qui ont commencé à aller travailler, des transports urbains qui ont fonctionné normalement, alors que la situation était absolument imprévisible puisqu'on ne connaissait pas la majeure partie des produits qui se sont dispersés dans l'atmosphère au cours de cet événement. Sans compter évidemment tout ce qui s'étendait après dans l'eau et qui retombait sur les sols à des dizaines de kilomètres plus au nord-est. La structuration des locaux qui ont brûlé aussi laissait présager une émanation d'amiante qui a été plus ou moins évacuée pendant un certain temps. Alors, la surface de 3 hectares était d'une surface qui dépassait largement les moyens d'extinction au départ. Il a fallu prévoir une montée en puissance des secours. Donc, d'autre part, les sites de stockage qui étaient concernés, eux-mêmes contenaient des produits d'une très grande dangerosité. Le pentasulfure de phosphore en particulier, qui était stocké sur place, même s'il était légèrement éloigné par rapport au site, représentait un danger autrement plus important que tout le reste de ce qui était stocké. Les sites qui devaient normalement prévoir le risque incendie n'étaient même pas dimensionnés sur le plan de l'extinction. Les réserves départementales étaient elles-mêmes insuffisantes. Donc, il y a toute une anticipation qui était absolument incorrecte par rapport à la réalité de la situation. Et c'est pour ça que quand on a un plan d'étude de danger, on sous-estime toujours largement la réalité des faits. On a eu l'exemple, évidemment, avec AZF, où on estimait qu'il n'y aurait pas d'explosion.
On a eu l'exemple de la propagation de mercaptan en 2013, toujours à partir de Lubrizol. Et maintenant, on se rend compte qu'on a encore un site qui est capable de propager alors qu'il est parti d'un espace extrêmement très restreint. On continue? Ouais, Xavier, va vite pour que Oui, tout le vas-y, monde ait Guillaume. le temps de pouvoir s'exprimer. Voilà. Excuse-moi, j'ai le mauvais rôle, mais voilà, j'essaie de permettre aux intervenants suivants puis au débat d'avoir lieu dans des conditions de temps acceptables pour tout le monde. Et il faut rappeler à chaque fois que Normandie Logistique n'était enregistrée dans aucune réglementation. C'est-à-dire qu'il y avait autant de matières stockées à Normandie Logistique avec des risques comparables qu'à Lubrizol, et il n'y avait aucune réglementation contraignante pour Normandie Logistique. D'autre part, il y a eu un comportement général de Lubrizol, tout le temps que Lubrizol a fonctionné, qui était « tout va très bien, on gère ». Il faut constater aussi que la réduction du risque à la source, si elle est essentielle, elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante tout simplement parce que on sait très bien qu'il y a des impondérables qui font que l'événement peut déraper, c'est ce qui s'est passé ici, et on a des sous-estimations par rapport à par exemple, la présence de personnes qui n'auraient peut-être pas dû être sur place, des comportements qui ne sont peut-être pas adaptés, une information qui n'est pas suffisante pour les personnels qui sont embauchés de manière intérimaire. Et il y a tout un tas de paramètres qu'on ne fait pas entrer en ligne de compte quand on est dans les études de danger. Et l'étude de probabilité masque justement ces erreurs qui sortent du champ mathématique. De surcroît, les remarques qui sont faites de la part des inspecteurs sont parfois un peu prises par-dessus la jambe, et ce qui entraîne bien entendu des incohérences puisque le temps amplifie l'importance des mesures à prendre. C'est-à-dire que quand on réduit le risque avec un échéancier, par exemple, on sait que l'on va progresser dans le bon sens. Mais si on laisse courir en procrastinant ces modifications, le coût, la complexité de ces modifications deviennent extrêmement difficiles à gérer. Alors, les prescriptions et la nomenclature, il faut savoir aussi que les produits inflammables, normalement, répondent à des critères qui sont européens. Et après, c'est la mise en application au niveau national qui permet de prendre les mesures adaptées. Or, on constate que depuis quelques années, les prescriptions et surtout les moyens donnés aux inspections ont tendance à sérieusement décliner pour des raisons variées. D'une part, la loi qui restreint un certain nombre pour favoriser disons, le travail des industriels. Donc, de ce côté-là, les aides sont un peu rognées. Ensuite, la charge de travail qui augmente par rapport aux inspections. Et enfin, des orientations qui sont peut-être qui sont peut-être pas pertinentes par rapport à la réalité des faits. Alors, les stockages donc, qui ont été mis en cause, ce sont des stockages qui sont extrêmement sensibles à la chaleur. Or, les liquides inflammables qui étaient stockés s'enflammaient à des températures relativement basses. Ce qui veut dire qu'on n'avait peut-être pas bien examiné qu'il y avait un effet de ciseau entre la température que pouvait atteindre un incendie à proximité et l'inflammation des produits stockés. Et puis, bien entendu, on a Alors, IBC et GRV, ce sont deux écritures différentes du même acronyme,
dans un cas en français, dans l'autre cas en anglais. Les visites donc qui sont réalisées sont des visites qui sont aléatoires sur le plan du rythme, et la fréquence est aussi liée à la capacité de visite et des inspecteurs. Donc, s'il y avait un échéancier bien déterminé, ces visites seraient beaucoup plus contraignantes pour l'industriel. Pour les établissements donc, qui relevaient du régime d'antériorité, ils étaient dans une situation où on ne pouvait plus les contraindre, en gros. C'est-à-dire qu'ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient à partir du moment où ils restaient dans leur domaine d'exploitation. Est-ce que tu peux conclure? On arrive à midi pour que les autres intervenants puissent s'exprimer. Oui, malheureusement, on va être obligé d'avancer un peu parce que... Donc, de toute façon, il y a des pistes de progrès importantes qui existent, hein, à la fois des pistes de progrès en amont, des pistes de progrès sur la gestion du risque et des pistes de progrès sur la communication. Et la communication, elle ne se fait pas seulement au moment d'un accident, elle se fait en fait, et elle ne doit pas être restreinte, à partir du moment où l'événement peut être envisagé, pour que la population et les élus et l'État puissent prendre des mesures qui soient adaptées à la situation. Quand l'État n'est même pas au courant de ce que contient un site industriel et qu'il n'ait pas eu l'information même après l'accident, c'est quand même inquiétant. Donc, un certain nombre de mesures, vous voyez, qui sont très nombreuses, peuvent être envisagées et qui ne sont pas forcément coûteuses, hein. Ce sont des aménagements, et vous pourrez avoir évidemment la présentation pour la lire après. Voilà. Merci beaucoup, Xavier. Voilà. J'ai pris au vol en fait un diaporama dont je ne suis pas à l'origine, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Ça marche. Alors, on avait une déclaration de la part de Simon Carvalho, représentation de l'Union des victimes de Lubrizol, avant de passer au débat. Simon, tu peux commencer. Mais moi, ce que je vous propose, c'est d'aller directement dans le débat, hein, puisqu'il est déjà midi. Oui. Et comme ça, on avance directement. J'interviendrai pendant le débat. C'est très intéressant. Les slides étaient très intéressants. Nous, on avait déjà pris effectivement acte de ces slides. Et puis, vraiment, là, ça a été bien synthétisé par le collègue avant. Effectivement, il y a plein de pistes de progrès. Moi, j'ai même envie d'aller plus loin. J'ai même envie de dire il faut tout mettre à plat et tout revoir de la chaîne du début à la fin. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Alors, du coup, c'est Guillaume qui va animer le débat. Guillaume, je te laisse la parole. Encore moi? Oui, écoutez, moi, je vous propose un débat qui décline le sujet à plusieurs échelles. J'ai proposé à Jean Grégoire de présenter son regard sur le suivi et les autorisations dont disposent des établissements industriels sur un site comme la zone industrielle au portuaire de Rouen. Je pense qu'au vu de son expérience, des dossiers qu'il a eu la chance de voir, il pourra témoigner de ce qui dysfonctionne et ce qui peut être considéré comme cause en dernier recours de l'accident. Ensuite, je propose que Madame Goujon, un maire de Petit-Quevilly, qui a été en première ligne dès le cœur de la nuit du 26, témoigne eh bien, de ce que ça signifie d'être maire d'une commune qui fait face à des risques industriels, face à des services de l'État qui ne sont pas forcément à l'écoute. Et pour finir, je laisserai la parole à Ginette qui vous présentera le retour d'expérience que
France Nature Environnement a tiré de cet événement dans l'idée d'amener l'État à apporter une réponse satisfaisante. Des choses ont déjà été annoncées par les deux ministres, mais je pense que beaucoup de choses sont à obtenir. Donc j'ai déjà trop parlé. Je vous en prie, Jean-Grégoire, voilà, vous qui connaissez bien cette zone industrielle au portuaire, comment l'avez-vous vu évoluer? Est-ce que l'État a fait son boulot? Est-ce que les industriels sont vertueux? Toute une série de questions que beaucoup de gens se posent. Je vous en prie. Oui, bonjour à toutes et tous. Et puis d'abord, merci de m'accueillir sur cette conférence. Et puis je voulais remercier aussi Xavier pour ces slides qui sont très clairs. Alors oui, effectivement, donc moi j'ai travaillé pendant 15 ans sur la zone industrielle de Rouen. Je viens d'industrie chimique et pétrochimique, puisque j'ai passé 10 ans de ma vie à construire des usines chimiques et pétrochimiques en France, aux États-Unis et à Singapour. Donc je connais assez bien le sujet. Alors, comme le disait Simon, moi je pense qu'il faut effectivement tout remettre à plat, parce que si on veut travailler sérieusement en environnement, il faut s'attaquer aux sources. Et les sources, ça veut dire identifier les causes. Et les causes, elles sont multiples. Moi, j'ai commencé à tirer des sonnettes d'alarme très très tôt, depuis la crise économique de 2008, parce que j'ai vu démarrer une véritable régression du droit de l'environnement sur les installations classées. Et ça a commencé notamment quand le gouvernement de M. Sarkozy a créé le régime d'enregistrement. Déjà, un certain nombre d'industriels sur la zone, mais partout en France, qui étaient classés sous le régime d'autorisation, donc un régime quand même contraignant, puisque vous aviez à l'époque l'obligation de faire des études d'impact, des études de danger, ont basculé sur le régime d'enregistrement. Ça, c'est une première régression très très importante qui, de mon point de vue, est inacceptable. Deuxième régression du droit de l'environnement, mais très rapidement, le gouvernement d'Emmanuel Valls. La directive européenne, qui s'est traduite en droit français sous le gouvernement d'Emmanuel Valls, actée par le gouvernement Macron, l'ordonnance du cas par cas. Écoutez bien ce que je vais dire, c'est hallucinant. Si vous prenez le guide de lecture qui sort de cette ordonnance du cas par cas, vous pouvez vérifier en page 7, il est écrit qu'il faut réduire de manière systématique les évaluations environnementales. Voilà ce qu'ont laissé passer les différents gouvernements. Comment voulez-vous qu'avec de tels principes, la sécurité des salariés soit assurée, la protection des populations et celle de l'environnement? On marche sur la tête. J'insiste que cette régression du droit à l'environnement se poursuit aujourd'hui. Monsieur Macron vient de prendre 2 décrets et 5 arrêtés. Et si vous prenez notamment la rubrique 15-10 des installations classées, avant, les gens qui étaient au-dessus de 300 000 m3 étaient soumis à autorisation. Ils viennent de relever le seuil à 900 000 m3. Donc, vous allez voir, je vous l'annonce, un certain nombre d'entreprises sur zone et hors zone qui étaient classées en autorisation, qui vont basculer en enregistrement. Ils peuvent dormir tranquilles, ils sont inspectés en moyenne tous les 7 ans. Voilà, donc il y a une véritable dynamique qui s'est mise en place depuis 2009 avec toujours la même logique de pensée, une priorité donnée au développement économique, quitte à ce qu'il soit mal contrôlé, aux dépens de la sécurité des salariés, à qui je pense en premier, des populations et la protection de l'environnement, avec toujours le même argumentaire, simplification administrative, pourquoi pas, et ne pas freiner le développement économique, sauf que c'est un développement économique très mal contrôlé et dangereux. Donc la première cause, de mon point de vue, et qui s'est appliquée sur tout le territoire français, partout où il y a des sites, et je voudrais insister ici que le potentiel de danger, ce n'est pas relatif qu'au Céveso. On a des potentiels de danger, et je pourrais citer des exemples très concrets sur zone, encore aujourd'hui, qui peuvent s'exprimer dans des usines qui sont classées simplement en déclaration ou en enregistrement. Donc il faudra aller beaucoup plus loin que les Céveso et s'intéresser aussi, notamment par les systèmes d'inspection, sur toutes les ICPE. Ça me paraît assez majeur. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause que j'identifiais, mais depuis très longtemps, c'est qu'il y a une véritable baisse de qualité des dossiers. Je peux citer des exemples très concrets. Vous prenez une entreprise qui est basée à Saint-Étienne-du-Rouvray, par exemple, qui s'appelle Copacessa, qui a été ravagée par un accident industriel en 2014, qui a été reconstruite. Le bureau d'études qui a fait le dossier d'autorisation, il est très clair. Il dit bien, nous allons être hors normes sur les rejets d'eau, nous allons être hors normes sur le bruit. Il y avait des problèmes dans les études d'engrais. Le dossier passé en CODERST, il a été autorisé. Donc, on a une baisse de qualité des dossiers d'autorisation et un CODERST qui a laissé filer pendant des années tous les dossiers. Alors, je veux être clair jusqu'au bout. Pendant 15 ans, j'ai instruit un certain nombre de dossiers. Je n'ai jamais vu un dossier bloqué par le CODERST. Jamais. Attention, ça veut dire que derrière, ils prennent des prescriptions. Mais le temps que l'industriel mette en œuvre les prescriptions quand il les met en œuvre, parce qu'il y a des cas où ils ne les mettent pas, eh bien, on travaille, ils continuent de travailler, ces industriels continuent de tourner en exposant leurs salariés, la population et l'environnement. Ça, c'est une deuxième cause. Alors, il y a le problème de fonctionnement
et de la qualité des inspections de la DREAL. Et je vais prendre un deuxième exemple tout à fait parlant sur zone, problème qui existe toujours aujourd'hui. Vous prenez la société Bezin, basée à Petit-Couronne. Ça fait 4 ans qu'elle a ouvert cette société. Ils ont été mis en demeure une première fois en 2018. Risque d'explosion sous les silos avec effet de surpression. Rien que ça. La DREAL a mis des prescriptions. Ils ont réinspecté une deuxième fois début 2020 pour vérifier si l'industriel avait fait des travaux. Que nenni, rien du tout. Qu'est-ce qu'a fait la DREAL? Elle a remis en demeure avec une consignation de 10 000 €. Mais qui empêche la DREAL de faire une fermeture temporaire le temps de réaliser les travaux? Pourquoi ils ne le font pas? C'est scandaleux. Donc cette entreprise, aujourd'hui, continue d'exposer ses salariés, une population, avec ce risque d'explosion sous les silos. Alors, moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Pourquoi la DREAL n'use pas de son pouvoir de police jusqu'au bout en prononçant des fermetures temporaires le temps de faire des travaux? Il y a un problème. Si quelqu'un a la réponse, ça serait bien de nous en informer. En tout cas, il y a un problème du niveau d'inspection, du rôle du CODERS, mais peut-être que Guillaume pourra nous en dire un mot. Mais je ne comprends pas cette attitude du CODERS qui laisse, j'ai vu des dossiers mais catastrophiques passer. C'est inadmissible. J'ai même vu un dossier avec des scénarios d'accident oubliés dans les matrices. C'est moi-même qui ai dû appeler la DREAL pour les informer. Ce n'est pas acceptable. Donc les causes sont multiples. Et puis après, il y a aussi ce raisonnement qui se poursuit aussi auprès de certains de nos élus. Hein. Moi, j'ai été victime de ça, et c'est en partie ce qui m'a fait quitter la fonction publique, hein, où quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui a des connaissances sur le sujet, qui fait des notes pour les conseils municipaux sur les dossiers d'autorisation et qu'on vous déshabille vos notes sous prétexte de ne pas freiner le développement économique, ça pose un véritable problème. Je pense que Charlotte pourra réagir là-dessus. Hein. Donc, il y a un certain nombre de causes. Je pense que tout le monde a balayé devant sa porte. On a tous une part de responsabilité. Et puis la deuxième chose aussi, c'est la culture sécurité. On aura l'occasion d'en reparler. J'arrête mon propos là parce que sinon, je vais parler pendant 2 heures. Merci Jean-Grégoire. C'est limpide. Hein. Je pourrais intervenir sur cette chambre d'enregistrement très policé qui est le CODERS, où on a 15 dossiers en 3 heures. Voilà, la gestion du temps est un art de gouverner. Mais justement, pour laisser le temps, je laisse la parole à Charlotte, que je remercie très chaleureusement d'être avec nous, prendre sur son temps de vie de famille. Voilà, à toi. Merci. Donc peut-être, je ne vais pas refaire le scénario de ce qui s'est passé le 26 septembre. Je pense que tout le monde est au fait de ce qui a été vécu, mais ça pose un certain nombre de questionnements, notamment pour la population riveraine. Pour vous dessiner un petit peu la façon dont Petit Queville vit à côté de Lubrizol, c'est qu'il y a un certain nombre d'habitations. Pour certaines, il y a juste à traverser la rue pour se retrouver finalement devant les grilles de l'entreprise Lubrizol. Et le matin de l'incendie du 26 septembre, il y avait une centaine d'habitations dans le périmètre de 500 mètres de confinement. Et pour autant, sans qu'il y ait d'informations et d'alerte à la population, puisque comme vous le savez, le préfet a décidé d'actionner les sirènes à 7h45 du matin, alors que les populations riveraines, elles étaient réveillées dès 3h du matin par l'incendie et par les explosions. Donc on a à la fois cette question de l'alerte à la population, évidemment, qui a été un enjeu ce matin du 26 septembre. Et peut-être que je reviendrai sur quelques pistes sur lesquelles on travaille à la métropole, puisque depuis le mois de juillet, je suis maintenant vice-présidente de la métropole en charge notamment des risques industriels. La question aussi qui s'est posée le matin du 26 septembre, c'est finalement la connaissance par les élus et par les habitants des sites classés Seveso, mais pas que, l'ensemble des sites qui sont classés, la connaissance des sites, la connaissance des activités des industriels et des risques inhérents à ces sites industriels. Puisque voilà, on sait
tous à peu près, et pour avoir grandi, moi, sur la rive gauche de Rouen et sur un certain nombre de communes concernées par des sites industriels, et notamment Shell à l'époque et Petroplus par la suite, et maintenant habitant à 700 mètres de Lubrizol, on a tous plus ou moins conscience de ce que font ces industriels, des risques inhérents, mais au final, on oublie petit à petit, et on a une problématique aussi de formation des élus et des habitants face à ces risques industriels. Donc, c'est des éléments sur évidemment lesquels il va falloir réfléchir. La question de l'information des élus, des habitants lors des événements, je m'en suis fait écho à plusieurs reprises. Finalement, la ville de Petit-Quevilly, n'étant pas survolée par le nuage lié à l'incendie, a été considérée par les autorités comme non concernée par l'événement, alors que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a un certain nombre d'habitants qui étaient dans le périmètre de 500 mètres de confinement, qui ont fui à 5 heures du matin devant l'absence totale d'informations liées à cet incendie. Et donc, il y a la question de l'information des élus et des habitants. D'autres maires s'en sont fait écho. Un message qui arrive de la préfecture à 14 heures via le système d'information des élus, c'est tout simplement inacceptable. Et puis, et peut-être que Simon de Carvalho ou Christophe Olville l'évoqueront, mais il y a la question aussi du suivi sanitaire des populations, puisque finalement, et en tout cas pour les habitants de Petit-Quevilly qui ont été concernés plus par du stress post-traumatique, il a fallu que moi j'intervienne auprès du Premier ministre lorsqu'il est venu le lundi 30 septembre sur le site, en lui demandant que soit mis en place une cellule de suivi psychologique pour que tout ça soit pris en compte, et pour les habitants qui ont été concernés par ce nuage de fumée, il y a tout un questionnement sur les analyses biomédicales, pour le coup, qui n'ont pas eu lieu et qui auraient eu du sens, parce que la question principale des habitants à la suite de cet incendie, c'est bien évidemment la question des conséquences sanitaires sur leur santé, sur la santé de leurs enfants, de leurs proches. Donc, sur un certain nombre de ces sujets que j'ai évoqués, on travaille à la métropole sur des pistes d'amélioration. Il y a des choses qui relèvent de l'État, et on espère que l'État prendra en compte les résultats, les retours d'expérience des différentes autorités qui ont été missionnées par les ministères. En tout cas, nous, métropole, de ce sur quoi on peut agir, on a un certain nombre de pistes d'amélioration, notamment, et on est en lien pour cela avec France Chimie Normandie, la création d'une plateforme industrielle sur la région de Rouen. Donc, cette plateforme industrielle, elle aurait pour on va dire, principe, et en tout cas but, de renforcer et clarifier le fonctionnement de l'ensemble des industries présentes sur son périmètre, et d'en assurer aussi un meilleur niveau de sécurité. On le voit à ce jour du 26 septembre, il y a quand même des problématiques de protection incendie, de détection incendie qui se sont posées sur les sites Normandie Logistique et Lubrizol. Et donc, le but de cette plateforme industrielle, c'est évidemment de réfléchir à ces questions de sécurité industrielle, et notamment de sécurité incendie qui s'est posée ce jour-là, et qui, je pense, fait défaut probablement sur un certain nombre de sites industriels. On a la question, et je l'ai évoqué, de l'information et de la formation aux élus et aux habitants. Et donc là-dessus, on va travailler à la réécriture d'ici 1 an des différents documents obligatoires ou conseillés pour l'ensemble des communes de la métropole, donc le plan communal de sauvegarde qui met en œuvre l'ensemble des actions que doivent mettre en place les communes. Pour vous prendre un exemple, sur Petit-Quevilly, par exemple, on n'avait pas imaginé devoir, par exemple, ouvrir un gymnase qui soit éloigné, pour le coup, des sites industriels, pour pouvoir accueillir les habitants qui ont fui ce matin-là, parce que dans les faits, normalement, les gens devaient être confinés, mais clairement, quand il se passe ce qui s'est passé à 100 mètres, 150 mètres de son habitation, on n'a qu'une réaction, c'est de fuir pour assurer sa survie.
Donc, c'est quelque chose qu'on va du coup intégrer dans notre plan communal de sauvegarde. Et l'idée à terme, c'est de travailler à un plan intercommunal de sauvegarde pour que les plus grosses communes puissent soutenir les plus petites communes en cas d'accident quel qu'il soit, puisque ces PCS, ils prennent en compte les accidents industriels, mais ça peut aussi être ce qui se passe sur les grands axes de circulation, la SU3, la 150, les accidents ferroviaires, les risques d'inondation, l'écroulement de terrain avec les risques cavités. Donc, c'est vraiment l'ensemble de ces éléments qu'on va prendre en compte pour construire ce plan intercommunal de sauvegarde. Les documents, le DICRIM, donc le document d'information sur les risques majeurs. Et là, on va y intégrer la question du risque nucléaire parce qu'on est sur un territoire dans notre département qui est concerné quand même par 2 centrales nucléaires. Alors certes, on n'est pas dans le périmètre des 20 km où il y a des distributions d'iode. Néanmoins, on doit intégrer dans nos PCS cette question de la distribution des pastilles d'iode en cas d'accident parce qu'on le sait par l'histoire que quand il y a des accidents nucléaires, les choses elles ne s'arrêtent pas à ce périmètre de 20 km. Donc, on va y intégrer cette question du risque industriel et de travailler aussi en lien avec les industriels et la préfecture à toutes les questions d'exercice au sein de la population. L'idée, c'est quand même à terme de faire en sorte que tout le monde puisse avoir vécu un exercice d'alerte de risque majeur, quel qu'il soit, pour savoir ce qu'il doit faire en cas d'accident. La question de l'alerte à la population, donc les ministres Darmanin et Pompili qui sont venus à Rouen au moment des 1 an de l'incendie ont annoncé le déploiement du Cell Broadcast d'ici 2022. Donc nous, on va faire en sorte que l'ensemble des communes de la métropole s'équipent de moyens d'alerte par SMS ou message vocal d'ici le déploiement du Cell Broadcast et de travailler à ce que la métropole fasse partie des territoires tests d'ici la fin 2021 du déploiement de ces Cell Broadcast, ce qui a priori n'était pas prévu au départ. La question aussi des instances type comité de suivi de site. Aujourd'hui, on le voyait bien, ce sont des instances qui ne fonctionnent pas bien, et notamment il y a la question peut-être aussi de la gouvernance de ces comités de suivi de site à se poser. Dans certains territoires, je crois que c'est en Alsace par exemple, les comités de suivi de site, la gouvernance est menée par des associations. Donc on a ce travail à faire sur notre territoire de la métropole, de la question de la place des associations dans ces dispositifs. Et notre ambition, c'est de s'appuyer sur ce que moi j'appellerais des citoyens experts. On le voit par la réunion d'aujourd'hui et par les associations qui se sont construites au lendemain du 26 septembre. On a un certain nombre d'habitants de nos territoires qui se sont pleinement investis sur ces questions de sécurité industrielle et qui se sont un peu formés sur le tas, on va dire. Et il faut qu'on s'appuie sur cette question des citoyens experts pour avancer sur la transparence aussi du fonctionnement de l'ensemble de ces instances. Voilà un petit peu rapidement l'ensemble des pistes d'amélioration et de travail sur lesquelles on va essayer d'avancer au sein de la métropole, et puis je répondrai volontiers aux questions qui pourraient arriver par la suite. Merci beaucoup Charlotte. On voit que c'est important que les collectivités locales s'emparent de ces problématiques. Je crois que tu es la première vice-présidente en charge des risques industriels, alors que les risques sont multiséculaires ici, et on voit bien les progrès qui peuvent être accomplis quand les politiques et les citoyens savent travailler ensemble dans le souci de l'intérêt commun. Voilà, donc on va passer à présent la parole associative à une expertise reconnue depuis longtemps, celle de Ginette qui connaît très bien ces questions de risque technologique et qui est dans toutes les instances de dialogue avec un État qui écoute souvent mais entend plus rarement. Voilà, je te laisse la parole. Oui. Alors, bon, déjà beaucoup de choses ont été dites. Donc, nous, on a fait un retour d'expérience. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bon. On a fait un retour d'expérience
déjà, qui dit retour d'expérience dit ne pas oublier. Parce que quand on voit les années en arrière, l'accident de Toulouse, ce que ça a été et comment au fur et à mesure du temps on l'a oublié. Moi, je l'avais d'ailleurs signalé dans un colloque où il m'a été répondu par les industriels que j'exagérais en disant ça, que l'oubli pourrait nous mener à un accident. Alors, je ne sais pas qui avait raison à ce moment-là, mais enfin, je ne pense pas que ce soit l'industriel. Donc, on a décidé de faire un REX que vous pouvez trouver sur le site, je vous le dis. Il faut aller dans le communiqué de presse que FNE a fait en septembre dernier. Et là, à partir du communiqué, vous avez accès au REX. Le REX, on l'a fait en 3 parties. L'accident proprement dit, la démocratie environnementale et tout le cadre juridique des activités. J'ai envie de dire que pour l'accident, c'est facile à voir. On peut voir toutes les annonces qui ont été faites en termes de texte et tous les textes que, comme moi je suis au CSPRT, on a pu étudier. Donc là, il y a un certain nombre de choses qui ont été annoncées. L'intérêt d'avoir un REX, c'est qu'il y a des textes, il y a des dates. Et l'intérêt, c'est, comme on est représenté partout, FNE, dans toute la France, c'est de voir comment ça s'applique. Et là, je crois que, contrairement à ce qui a été fait après Toulouse, je crois qu'il faut qu'on soit beaucoup plus vigilant et qu'on regarde les applications. Parce que alors les grandes déclarations, c'est bien, mais encore, il faut que ce soit appliqué derrière. Bon, j'ai envie de dire que pour les textes, il y a matière, hein, il y a une structure. Après, on a fait la démocratie environnementale, parce que ça, c'est toute la partie qui est dans notre plaidoyer depuis extrêmement longtemps, sur lesquelles on attire l'attention depuis très longtemps. On n'est pas forcément entendu, la preuve, et il faut absolument faire évoluer cette partie-là. Normalement, il a été dit qu'il y aurait un groupe de travail pluridisciplinaire, parce que vous avez dû remarquer quand même que dans le suivi, il n'y a pas grand-chose qui a été annoncé là-dessus. Il y a un groupe de travail pluridisciplinaire qui va se mettre en place pour travailler sur ce qu'on appelle culture du risque, concertation. Donc, j'ai eu le conseiller de la ministre il n'y a pas très longtemps qui m'a dit que ce n'était pas encore tout à fait fait, mais qui me mettra au courant quand ça serait le moment, puisqu'on va y participer. Parce que quand même, en démocratie environnementale, vous avez dit que les CSS ne fonctionnaient pas. Moi, j'ai encore eu un petit échange en boucle mail il n'y a pas longtemps sur ce sujet, mais et vraiment, il y a des endroits où les commissions de suivi de site ne sont pas réunies depuis 2 ans. Donc, ça, c'est une chose. Après, vous avez dit la gouvernance, et je pense que j'espère, et de toute façon, il faudra le demander, il faut absolument étudier la gouvernance dans le groupe de travail, parce qu'il y a quand même un déséquilibre entre la partie État et le reste. Et donc, du coup, pour faire passer des modifications, c'est quand même extrêmement compliqué. Ensuite, on s'est attaqué à la partie juridique. Donc, la partie juridique, c'est ce que vous avez dit, monsieur, c'est de montrer que dans le temps, il y a eu un grignotage du Code de l'environnement et que ça ne s'arrange pas puisque le dernier petit coup de patte, c'est quand même la loi ASAP. Donc, moi, il y a une partie qui me tient à cœur beaucoup et ça rejoint un peu ce que vous avez dit tout à l'heure là sur les industriels qui n'écoutent pas ce qu'on leur dit et qui surtout ne mettent pas en pratique ce qu'on leur demande. Eh bien, hier encore, on m'a parlé d'un site qui, depuis 6 ans, travaille sans s'occuper des mises en demeure et qui devrait être classé CVSE seuil haut et qui ne l'est pas. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on milite pour une indépendance de l'inspection. Parce que les inspecteurs, moi, je pense qu'ils font pas mal leurs inspections, ce n'est pas tellement le problème, mais c'est surtout que les prescriptions qui suivent ne sont pas mises en œuvre. Et que je pense que le préfet, qui finalement a tout dans les mains, puisque là, tout ça, ça dépend du préfet quand même, l'ADREAL dépend du préfet, la partie économique dépend aussi un peu du préfet, parce que c'est une de ses missions. Et donc, du coup, on a une balance avec 2 plateaux et de temps en temps, ça tape d'un côté ou de l'autre et ça penche plus vers l'économie que vers la sécurité des citoyens.
Donc, tant qu'on aura une inspection qui dépendra comme ça de la DREAL, donc du préfet, on ne pourra pas y arriver. Ce n'est pas possible, on le voit bien, les mises en demeure ne sont pas suivies des faits. En plus, en France, on a par exemple une usine Arkema pour laquelle on a fait un contentieux en Provence, à Fos. Eh bien, la condamnation, elle est ridicule par rapport à la même condamnation qu'elle a eue aux États-Unis pour le même fait. Donc, tant qu'on en sera là, on ne peut pas avancer non plus. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu traiter cette partie juridique à part, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire évoluer. Et ce que je ne vous ai pas dit dans ce reste, c'est que vous trouverez toutes les positions du FNE, les positions que vous défendez vous aussi, puisqu'on a un plaidoyer. Malheureusement, les dimensions du plaidoyer, elles ont été mises en lumière par l'accident du Brisol. Donc, voilà. Donc, moi, je ne veux pas prendre plus de temps. Pourquoi on l'a fait? C'est pour la mémoire, de façon à ce qu'on puisse s'y référer et on puisse surtout voir les avancements et puis réclamer ce qui n'a pas été encore entendu. Parce que autant la partie texte réglementaire, ça a été un peu entendu, mais alors tout ce qui est partie de démocratie environnementale, ça pour l'instant on n'a rien eu. Donc il va falloir qu'on revienne à la charge dans le temps pour le faire entendre. Après, moi je pense qu'il y a peut-être une chose, pour faire évoluer aussi les choses, il ne faut pas hésiter à attaquer. Parce qu'à chaque fois que ça passe, qu'il y a une affaire qui passe, eh bien, elle est reprise. Et de temps en temps, on a un juge administratif qui voit les choses un peu comme nous. Et là, à Pau notamment, dans une affaire où FNE, Cepenso 64, a attaqué une entreprise qui s'appelle Sobeji. Et finalement, cette entreprise, le juge a admis qu'elle était responsable car elle avait dépassé un seuil. Le seuil n'avait pas été appliqué. Ils ont été condamnés. Et dans cette ordonnance, ce qui est très intéressant, c'est que le juge a reconnu, et ça pour vous c'est important, le juge, parce que la DREAL n'a pas montré de lien entre l'émission du produit et ce que ressentaient les riverains. Et le juge a mis dans son ordonnance que de nombreuses catastrophes naturelles nous ont appris que la science ne pouvait expliquer souvent qu'a posteriori les atteintes massives à la santé humaine et animale et la toxicité de certains produits présentés comme sans effet négatif pendant de nombreuses années. Donc, je trouve ça, c'est une ordonnance qui est extrêmement importante parce que c'est quand même une chose de reconnaître ça. Parce qu'on nous dit toujours, il n'y a rien circulé, il n'y a rien à voir. Vous ne le démontrez pas et il ne se passe rien. Donc, voilà, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire. Il ne faut pas baisser les bras, il faut qu'on continue à demander, à réclamer dans toutes les instances où on est, et même si on n'est pas dans des instances, faire appel quand même aussi quand on le doit. Et donc, du coup, voilà, sinon, on ne fera pas évoluer les choses. Ça marche. Merci beaucoup, Ginette. Alors, je vais reprendre très brièvement l'animation parce que Guillaume a eu un petit souci informatique. Donc, je vais donner la parole à Simon de l'association des sinistrés de Lubrizol et ensuite à Jean-Grégoire Ritz. Oui, merci. Donc, en effet, on voit bien que c'est bien l'État qui peut régler les problèmes. Donc, c'est vraiment le national et que au niveau local, on n'a pas beaucoup de moyens d'action, même si on peut mettre des choses en place. Comme à Fos-sur-Mer, il y a un institut éco-citoyen qui est en place, qui fait de belles choses. On peut imaginer effectivement ça sur Rouen. Les maires aussi peuvent rejoindre les parties civiles. Effectivement, ça va se régler en justice, cette histoire, au pénal, parce que est-ce qu'on peut accepter un PPRT qui indique un incendie une fois tous les 10 000 ans? Est-ce qu'on peut accepter un PPRT qui indique une zone de danger de 100 mètres seulement, alors qu'on a bien vu que finalement, ça a été hyper minimisé, quoi. Donc, il y a énormément d'éléments, effectivement. C'est pour ça qu'il faut tout mettre à plat et tout revoir. C'est très bien de mettre en place, effectivement, on a vu que la population n'était pas prête. Donc, c'est important, effectivement, le post-accident. Mais le plus important, c'est que l'accident n'arrive pas. Et de mettre tous les moyens, effectivement, pour que ces industriels qui jouent avec notre santé, avec
la santé de notre environnement, parce que Lubrizol, c'est un récidiviste, il n'en est pas à sa première. Donc là, il est mis en examen. Donc l'objectif, c'est vraiment de le condamner assez lourdement, les personnes en tout cas, ainsi que l'État aussi, parce que l'État est mis en cause aussi dans cette affaire. Il y a trop de collusion entre l'industriel et l'État. Il y a trop d'arrangements. On se pose des questions. Pourquoi un site comme Normandie Logistique, ça fait 70 ans qu'il n'a pas été contrôlé? C'est une sorte d'incitation pour l'industriel d'agir un peu et de sortir des clous de sa réglementation, parce que c'est bon d'avoir un petit site comme ça à côté de chez soi où on peut y stocker plein de choses, sachant qu'il ne sera pas contrôlé. Et d'ailleurs, on s'est aperçu pendant cet incendie qu'il y avait autant de produits toxiques chez l'un que chez l'autre, et que sur le coup, on n'a pas eu l'information. Et à ce jour, on ne connaît pas toujours les substances réelles qui ont brûlé. On connaît les familles, on en connaît quelques-unes, mais on n'a pas réellement un tableau avec le nom des substances et le tonnage, aussi incroyable que ça puisse paraître. Donc, pareil, l'interprétation de l'état des milieux, donc on laisse à l'industriel ce travail, c'est pas à lui de le faire, c'est à une association environnementale de le faire, c'est à des gens qui sont actifs déjà dans l'environnement de le faire, c'est pas certainement pas à l'industriel de prouver s'il est coupable ou pas, quoi. Pareil pour la santé, comme le disait Madame Charlotte Goujon, il n'y a pas de suivi sanitaire, c'est incroyable que ça puisse être. Il n'y a pas de suivi toxicologique sur les pompiers, sur les personnes à risque, sur les voisins de cette usine, même sur toute la population rouennaise, parce que cet accident, il a dépassé les 100 mètres. Il a été au-delà, c'est incroyable que ça puisse être. Donc, il y a énormément de choses à faire. Vraiment, ce n'est pas le travail qui manque. Par contre, il y a un manque de volonté, même si on commence à s'apercevoir qu'ils veulent prendre des mesures. Sur l'alerte des populations en cas d'accident, honnêtement, ce n'est pas forcément le moyen, hein, c'est l'utilisation qu'on en fait. On pourra nous doter de plein de moyens de communication, c'est est-ce qu'on prévient ou pas? Est-ce que je vais actionner? Est-ce que je vais envoyer le message? Ou est-ce que je vais actionner la sirène? Là, en l'occurrence, on a bien vu qu'on n'a pas été informé. On n'a pas été informé qu'il y avait une grosse pollution et un énorme risque. Vous vous rappelez le pentasulfure de diphosphore, pentasulfure de phosphore, donc 60 tonnes. Quel est le rayon de danger? Est-ce que c'est inscrit sur le PPRT? Est-ce qu'on est au-delà des 100 mètres? Est-ce qu'il a été rectifié, ce document? Comment ça se fait que nous n'avons pas accès à l'étude de danger, à l'étude d'impact, qui sont des documents essentiels, importants, que les élus doivent avoir en main, que nous aussi, la population, on doit prendre conscience. Et oui, il faut former les populations, car le risque industriel, les catastrophes industrielles augmentent. Il y en a 3 par jour en France, 3 catastrophes industrielles, donc 3 accidents industriels par jour, c'est énorme. Ça explose, quoi. Donc, évidemment qu'il faut préparer la population, il faut former la population pour qu'elle puisse agir dans les meilleures conditions, mais attention de ne pas se cacher derrière cette forme de résilience. On ne doit pas vivre avec ce risque industriel permanent, grandissant. Il faut vraiment s'attaquer à la source et pénalement, au niveau juridique, au niveau des moyens d'action, des manifestations, de la communication, de ne pas hésiter à pointer du doigt l'industriel qui fait du sale travail. Et inversement, ne pas hésiter à mettre en avant l'industriel qui fait du bon travail. Est-ce qu'il y en a un sur la zone industrielle, sur le bassin à côté de Rouen? Est-ce qu'il y a des industriels qui travaillent bien, qui travaillent proprement? Moi, j'aimerais bien le savoir, j'aimerais bien aller à leur rencontre et le mettre en avant, et puis surtout informer, et puis inciter les autres industriels à essayer de copier ce modèle-là. J'espère vraiment qu'il y en a. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur l'accident Lubrizol. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes nombreuses et nombreux à ne pas lâcher, parce qu'il faut faire de cet accident un exemple pour plus que ça arrive. Je veux dire, ça touche tout. Je veux dire, faire du chantage à l'emploi, faire ce chantage, alors qu'on parle de produits cancérigènes, mutagènes. Est-ce que j'ai envie que mon enfant voit sa génétique modifiée?
mes petits-enfants? Est-ce que j'ai envie de vivre, est-ce que j'ai envie que mon enfant me voie avec une leucémie, avec un cancer, mourir salement? Non, je pense pas. Je pense que on est assez intelligent, on va agir comme des mères de famille et des pères de famille. C'est comme cette histoire de l'écoquartier Flaubert. Comment peut-on imaginer sur un terrain toxique, proche des usines Seveso, au pied de cette usine de Lubrizol, au milieu de la circulation routière, comment peut-on imaginer le terme d'un écoquartier? Qu'on veuille agrandir la métropole, bien sûr, qu'on veuille agrandir la ville de Rouen, bien sûr, mais attention, il y a un énorme risque qui est grandissant. Il ne faut pas prendre des initiatives qui pourraient être très dangereuses dans l'avenir. Voilà. Donc, vraiment, effectivement, c'est bien que ces questions soient revues, comme le contournement Est. Il y a le train, il y a la voie fluviale, c'est très bien. Je pense que les camions, on a vu le bordel que ça fait. Je veux dire, au niveau de l'impact environnemental, il faut vraiment mettre une pression sur ces industriels pour qu'ils changent tous leurs moyens de fonctionnement. Voilà. Et puis, concernant l'information, comme disait Guillaume, en effet, la transparence, ça n'existe pas. Il faut aller la chercher. Ce n'est pas pour rien qu'on a intitulé une réunion comité de transparence et de dialogue. C'est parce qu'il n'y a eu ni dialogue ni transparence. Comme avec l'histoire du Mercaptan, les maires n'ont pas été informés. On répète les mêmes erreurs, toujours les mêmes erreurs. N'oublions pas que pendant le Mercaptan en 2013 ou 2014, l'industriel avait informé de cet accident industriel par un fax. Donc, il y a toujours cet industriel qui veut vraiment minimiser, faire comme s'il ne se passait rien sur site, alors qu'il se passe des choses quand même très graves qui impactent la population. Il faut vraiment prendre la mesure de ce risque et merci de m'avoir donné la parole. Il n'y a pas de souci, Simon. Merci à toi pour cette prise de parole. Jean-Grégoire Ritt avait levé la main et ensuite c'était Céline Oui, merci. et Christophe Olville. Oui, je vais pas être très long. Merci de me redonner la parole. Je voulais réagir sur l'intervention de Charlotte parce qu'elle a soulevé un point extrêmement important. C'est le point sur les plans communaux de sauvegarde. Alors, je voudrais tout d'abord rappeler qu'ils sont obligatoires depuis la loi Seveso 2 modifiée de 2003 pour toutes les communes qui ont sur leur territoire une entreprise classée Seveso. C'est une obligation depuis 2003. On est quand même 17 ans après. Mais il se trouve que c'est moi qui élaborais le premier plan communal de sauvegarde de Seine-Maritime et que je connais assez bien le sujet. Et je sais que la fonction publique d'État, la préfecture, a été beaucoup critiquée suite à l'accident de Lubrizol. Mais en l'occurrence, depuis 2003, la préfecture a organisé tous les ans des exercices avec les communes pour mesurer justement l'efficience des plans communaux de sauvegarde. Et je suis bien dans l'obligation de dire, puisque j'ai participé à toutes les réunions de préparation de ces exercices, que même si ça s'est amélioré ces dernières années, la représentation des élus et l'implication des élus y étaient extrêmement faibles. C'est dommage parce que tu as entièrement raison, Charlotte. Le plan communal de sauvegarde, c'est à la fois un outil de prévention et de gestion de crise, mais c'est surtout pour moi un élément majeur pour développer la culture sécurité à l'échelle d'un territoire, aussi bien vis-à-vis des élus, parce qu'ils sont obligés de tout prendre en compte, de tout recenser, et pour développer la culture sécurité des habitants. Donc oui, moi je suis à fond là-dessus, et ça me ferait bien plaisir de participer à l'élaboration d'un plan communal de sauvegarde intercommunal. Ça me paraît une très très bonne idée. Je reviens ensuite sur la notion de PPRT. Je vais peut-être vous surprendre, mais je ne l'ai pas dit. Dans les causes d'accidents, eh bien, figurez-vous que la méthode n'est pas bonne. On le sait depuis 18 ans. Je vous invite à relire le rapport de l'INERIS qui a fait un travail extraordinaire en 2002, qui a fait un retour d'expérience avec tous leurs homologues européens sur les méthodes d'élaboration justement des PPRT et notamment justement sur cette notion d'aléa, puisque pour faire simple, on est passé d'une approche déterministe. En gros, qu'est-ce qu'on faisait? On imaginait des scénarios très graves mais peu probables. Et pendant des années, les industriels ont mené un lobby pour changer la méthode et on est passé à une méthode probabiliste, donc basée sur des probabilités. Donc des scénarios sont exclus de fait en analyse préliminaire des risques et en analyse des risques. La conclusion de l'étude de l'INERIS, c'est que ni l'approche déterministe ni l'approche probabiliste n'est bonne. Ça fait 18 ans qu'on fait des PPRT avec une méthode qui est mauvaise. J'attire votre attention qu'aucune des deux méthodes ne prend en compte l'erreur humaine.
Il se trouve que j'ai fait l'écart pendant 18 ans, pendant 10 ans, dans l'industrie chimique et pétrochimique. Je peux vous dire que quand on vous envoie régler des process à 3 heures du matin, que vous êtes dans votre phase de sommeil la plus délicate, l'erreur humaine, elle est probable. Donc, qu'est-ce qu'on attend? On a des ingénieurs de très haut niveau dans ce pays. Pourquoi ne pas se mettre autour d'une table et revoir une méthode qui tienne la route? Ça fait partie des propositions que j'ai fait dans mon ouvrage. Sur le retour d'expérience, Simon, je partage complètement ton analyse. C'est même plus grave que ça. Rendez-vous compte, en 2014, encore Lubrizol. Ce n'est pas Lubrizol qui a informé la préfecture, ce sont les pompiers. Lubrizol n'a jamais informé, ce sont les pompiers qui ont informé la préfecture. Il se trouve que moi, j'ai été d'astreinte et sur la liste préfectorale. J'ai été informé à 2 heures de l'après-midi. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas tiré les leçons du passé. Les problèmes de communication subsistent aujourd'hui. Et puis, sur les incidents, c'est exactement la même chose. Je crois que c'est Ginette qui intervenait là-dessus. Non, nous n'avons pas tiré les leçons du passé. C'est toujours cette idée que c'est le développement économique qui est prioritaire. Voilà, en gros, ce que je voulais dire de plus. Merci beaucoup pour cette intervention. Je vais passer la parole à Christophe Olville et ensuite à Charlotte Goujon. Alors, merci de me donner la parole. J'écoute depuis tout à l'heure, on a eu déjà l'occasion d'échanger avec Jean-Grégoire, bien sûr avec Simon, avec Charlotte en préfecture. Moi, il y a une chose qui me choque, effectivement, si on veut que tout ça change. Je vais vous donner un ressenti personnel, parce que d'une part, j'ai rencontré avec notre association Hervé Morin, président de région, à qui nous avons demandé tout simplement, entre autres, si la région Haute-Normandie, enfin la région Normandie, pardon, serait partie civile lors du procès contre Lubrizol. Sa réponse est très claire, droit dans les yeux, même face à notre avocat. La réponse est non. Non, la région ne sera pas partie civile contre Lubrizol lors du procès. Il m'a dit clairement, Monsieur Olville, je suis là pour développer l'emploi, l'industrie. Vous comprenez, si Lubrizol se barre, on va me mettre ça dans la tronche. Donc, c'est hors de question que je sois partie civile contre Lubrizol. Donc, la région ne sera pas au procès. Le département, Monsieur Bélanger, nous a envoyé un bon courrier. On a eu un échange parce qu'on cherchait des subventions. Simon fait la même chose pour les associations pour pouvoir se défendre les victimes en justice. En l'occurrence, des subventions mises à part Simon, qui a eu la chance d'avoir une subvention qui est en cours de la part de la ville de Rouen. Nous avons eu une subvention de notre côté de la part de la communauté des Quatre-Rivières et de la ville de Forges-les-Eaux, 500 balles chacun. Voilà tout ce qu'on a pour aller en justice contre Lubrizol. Le département l'a sollicité. La réponse est non. Là aussi, on ne vous donnera pas d'argent. Et mieux que ça, comme on a demandé à M. Bélanger, il faut choisir son camp. Il faut faire condamner Lubrizol si les autres petits voisins se disent Lubrizol va payer très cher. On va faire en sorte de faire de la sécurité parce que sinon, ça risque de nous coûter très cher. Ben voilà, la réponse de M. Bélanger, elle est très claire. En ce qui concerne les frais occasionnés sur les biens propres du département, collèges, bâtiments sociaux, je vous précise qu'ils ont été déclarés à la société Lubrizol et que leur remboursement intégral est en cours de finalisation par cette dernière. Le département ne serait donc pas fondé à se constituer partie civile sur l'affaire où il a obtenu réclamation. Aussitôt, j'ai rappelé en disant « Ok, vous faites ça à l'amiable, combien Lubrizol va vous donner, département de Seine-Maritime? Vous voulez que je vous donne la somme ? Elle est arrondie pour l'instant parce qu'ils ne se sont toujours pas fait rembourser. On va demander les comptes. Vous savez combien le département va toucher de Lubrizol par rapport au préjudice subi? Eh bien, je peux vous le dire, 115 000 euros. 115 000 euros pour une entreprise qui fait 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Tant qu'on laissera faire ça en France, ça ne peut passer, Jean-Grégoire le sait, on en a parlé ensemble, ça ne peut passer aussi que par la sanction. La sanction n'est pas là, la sanction ne sera pas au rendez-vous. Et j'ai posé la question à Charlotte Goujon, je lui pose à nouveau, est-ce que la métropole de Rouen sera partie civile? Est-ce que la ville de Petit-Quevilly sera partie civile? Est-ce que la FNE sera partie civile? Il faut traduire ces gens-là qui ont fauté en justice. Pour l'instant, tout le monde est en train de quitter le navire et forcément, comme d'habitude,
le pollueur ne sera pas le payeur. Donc, autant vous dire que tous les petits voisins qui se posent la question, est-ce qu'ils doivent mettre de l'argent sur la table pour faire de la sécurité? Parce que l'Adréal leur a dit gentiment, faudrait faire un effort, hein, faites-le. On se rend bien compte que très souvent, ce n'est pas fait. Pourquoi irait-il dépenser des millions dans l'investissement de sécurité à partir du moment où ils savent, une fois de plus, qu'ils vont être condamnés à des clopinettes parce que toutes les instances politiques ne seront pas au tribunal en face d'eux. Ils se marrent. J'en ai parlé avec Madame Strigal le 9 novembre. Yeux dans les yeux, je lui ai dit, on est en train de vous dérouler le tapis rouge, Madame Striga, et vous le savez, le champagne est déjà au frais, on est en train d'abandonner directement au tribunal. Donc, mettez la pression sur vos maires, mettez la pression sur vos communautés de communes, mettez la pression sur le département, sur la région, pour que ces gens-là soient condamnés. Les Bretons ont réussi à le faire avec Total, ce qui a quand même un résultat significatif, c'est les doubles coques. On a certainement évité des tas de marées noires grâce aux Bretons. Et bien les Normands, faites la même chose. Je me bats pour ça. Les agriculteurs se sont fait flouer sur les fonds de solidarité. Madame Striga les a vus pleurer le 9 novembre. Faites la même chose. Tant qu'on ne fera pas condamner le pollueur, on se pignole, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Merci pour l'intervention. Avant que Charlotte Goujon ne reprenne la parole, peut-être, Guillaume, est-ce que tu pourrais dire la position mais je comprends l'indignation, la colère de Christophe, et on sait ô combien le pays de Bray a morflé, hein. Il y a deux sujets dont on parle très peu, c'est le fleuve et le pays de Bray. Mais pour autant, en tout cas, moi je réponds pour FNE, hein. Nous sommes partie civile, et pour ceux qui connaissent un peu le droit de l'environnement, Greenpeace France nous a fait l'amitié de pouvoir avoir recours à Alexandre Faro. Moi, Alexandre, c'est quelqu'un avec lequel je bosse depuis 15 ans sur les dossiers nucléaires. C'est un avocat très efficace, pas aussi médiatique que d'autres. Et par ailleurs, j'invite chacun à regarder le réquisitoire complémentaire, hein, du Parquet national santé environnement, hein. Julia Massardier, l'avocate de l'ASL, hein, Simon, Julia, c'est votre avocate, elle a fait une analyse quand même assez précise. On est face à une évolution à l'américaine de la gouvernance. Le pouvoir politique d'État se défausse de ses responsabilités vis-à-vis de l'autorité judiciaire, mais je peux t'assurer, hein, Christophe et tous les autres, que nos juristes, ils laissent pas tomber, et qu'on peut espérer qu'il y ait un jugement plus rapide que pour AZF. Parce que l'art et la manière des industriels, c'est de mettre des délais invraisemblables. Il faut imaginer que le jugement définitif sur AZF, hein, c'est octobre 2019, c'est un mois après la catastrophe qu'on a subie, avec des conséquences sur les salariés et autres. Moi, je connais bien Christine Dupin. Enfin, voilà. Charlotte, je t'en prie, j'ai été trop long. Merci. Donc peut-être sur le même registre, confirmer que la ville de Petit-Quevilly s'est bien portée partie civile, et que la métropole, mais j'ai demandé la semaine dernière à avoir confirmation, ce serait aussi constitué partie civile. Donc je vous confirmerai ça quand j'aurai les éléments complémentaires, bien évidemment. Sur un certain nombre de sujets qui ont été abordés, notamment dans l'espace de discussion, il y a la question de l'indépendance des inspecteurs. C'est pour ça que nous, on avait milité avec un certain nombre d'élus sur finalement mettre en place une autorité de sûreté des sites classés, des sites Seveso, sur le même modèle que l'autorité de sûreté du nucléaire, qui assure pour le coup une indépendance. Force est de constater que c'est pas ce qui a été retenu dans les annonces qui ont été faites par les ministres Darmanin et Pompili, qui ont plutôt eux retenu un BEA, mais pour le coup on n'est pas du tout sur du tout sur le même esprit entre une autorité de sûreté des sites Seveso et un BEA. Mais pour autant on ne lâche pas sur cette question des inspections et de l'indépendance des inspections, qui pour le coup assure l'indépendance bien évidemment, mais assure aussi la
la confiance que les collectivités et les citoyens et les habitants peuvent avoir sur le résultat de ces inspections et ce qui peut être mis en œuvre. Voilà, la question des PPRT, nous, on serait plutôt favorable à ce que les PPRT soient remis à plat pour que toutes les questions puissent être évoquées et envisagées, puisqu'au moment de l'élaboration du PPRT de Lubrizol, l'incendie des bâtiments de stockage, donc A4, A5, ont été étudiés, mais jugés tellement peu probables que ces scénarios ont été écartés dans le PPRT. Et on voit finalement que le matin du 26, c'est là-dessus qu'il y a eu une problématique. Juste une petite correction par rapport à la fuite du Mercaptan, c'est 2013. C'était pas 2014. Je t'en prie. Voilà, donc évidemment sur la construction de la stratégie de la métropole sur ces questions de risque industriel, d'alerte à la population, de formation, etc. On va se rapprocher de ce qui se fait ailleurs en France et ce qui se fait bien. C'est le cas du Havre avec Synerzip, c'est le cas dans la vallée de la chimie du côté de Lyon et de Fezin. Donc il y a des choses qui sont positives et qui vont dans le bon sens dans certains territoires de France. Donc bien évidemment, on va s'en rapprocher pour s'en inspirer. Voilà sur les éléments complémentaires que je voulais dire. Ah oui, un sujet que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais qui me paraît évidemment essentiel, c'est la question de la transition environnementale et écologique des entreprises. Et on espère, via la plateforme industrielle, pouvoir réussir aussi sur notre territoire de la métropole à y travailler. Bien, merci beaucoup. Alors, 2 interventions, Simon et de Carvalho, et ensuite André Verne. Simon, ton micro, peut-être. Merci. Une intervention très rapide. Oui, effectivement, le bâtiment A5 qui a été écarté du PPRT est un endroit de stockage, mais c'est aussi un endroit d'enfûtage où une entreprise sous-traitante s'occupe de l'enfûtage du produit Lubrizol. Donc, il est directement lié en fait à la zone de production et c'est un endroit hautement dangereux où un départ de feu peut être vraiment très probable, quoi. Donc, on est dans une zone d'enfûtage. Il y a bien du travail qui se fait là-bas. Ce n'est pas un endroit qui est désertique, une zone de stockage où il n'y a pas d'activité. Si, il y avait bien une entreprise de sous-traitante qui était en train de faire de l'enfûtage. Donc, justement, la question se pose encore une fois. Et là, ça ne dépend pas de nous, ça dépend vraiment toujours du national. C'est la sous-traitance, c'est ces entreprises qui, effectivement, sont sous-qualifiées ou pas assez en tout cas. Et la question qui se pose là pour Lubrizol, c'est pourquoi pour l'enfûtage, on utilise un sous-traitant s'ils sont qualifiés pour réaliser un produit très technique avec plein de substances, ils sont capables de les manipuler. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas capables de pouvoir les mettre en fût? Voilà. Et donc, c'est vraiment l'industriel là qui prend ce risque et qui assume ce risque. Et puis, concernant ce dossier, aussi incroyable que ça puisse être, c'est que, encore une fois, l'assureur, lui, avait tout vu. Il avait vu juste. Il en a informé l'industriel et l'industriel a préféré fermer les yeux alors qu'il savait très bien quel risque il encourait à la population riveraine et à la population aussi un peu plus éloignée, vu la nature des substances. Et je voulais vous remercier à tout le monde parce que c'est important. Il faut vraiment qu'on trouve des solutions et qu'on collabore tous ensemble. Nous, on est content de travailler sur le challenge risque industriel, même si il y a des choses à dire. Je veux dire, en tout cas, c'est le début peut-être d'une prise de conscience. Ce qui est sûr, c'est que il y a eu trop on s'est trop endormi. Je veux dire, ce bassin industriel, il existe depuis très longtemps. Un événement comme Lubrizol, c'est incroyable de se dire que même les riverains proches de cette usine, eh ben, finalement, se sont réveillés sans savoir exactement ce qu'ils allaient faire. C'est dommage, encore une fois, et j'insiste là-dessus parce qu'on va encore aller à leur rencontre, que les gens du voyage qui vivent encore au pied de cette usine, que la métropole n'ait pas encore trouvé une solution adaptée pour que ces familles puissent vivre ensemble, mais éloignées
des sites Seveso. Je pense qu'il est très important. On est plus d'1 an après la catastrophe. Il faut absolument que des solutions soient trouvées. Et puis, merci à tous. Voilà, je vais vous quitter, je vais m'occuper de mon enfant. Et merci France Normandie Environnement. Et effectivement, puisque maintenant on est tous sur cette procédure juridique, il faut absolument qu'on soit tous ensemble unis dans cette procédure juridique et qu'on lâche pas ce pollueur et qu'il paye à hauteur de sa pollution. Voilà. Merci à vous toutes et à vous tous. À très bientôt. Merci. Merci à toi, Simon, et c'est toujours un plaisir de travailler avec d'autres acteurs du territoire sur ce genre de dossier. Je vais laisser la parole à André Berne et ensuite à Paul Poulain. Oui, merci. Très rapidement. Oui, donc pour Guillaume l'a dit, mais je le rappelle, donc une constitution de partie civile a été opérée par FNE National et FNE Normandie, qui sera défendue donc par un avocat. C'est un dossier complexe, donc là, la présence de l'avocat sera importante. C'est FNE National qui prendra en charge les frais, et donc je pense qu'il y a des possibilités, si d'autres associations de la fédération ou qui ne sont pas dans la fédération souhaitent se joindre à nous, c'est une possibilité qui est ouverte. Dans ce genre de dossier, il faut qu'on aide les procureurs, et dans ce genre de dossier, plus on est nombreux à être partie civile, et plus on a des chances d'aboutir. Donc ça, c'est un premier point. Et évidemment, les collectivités locales sont aussi, bien sûr, les bienvenues à se joindre à nous, même si elles peuvent, de toute façon, faire une constitution de partie civile indépendante. Un second point qui a été soulevé très rapidement, c'est vrai, c'est un vrai sujet sur l'indépendance des inspecteurs. Il y a beaucoup de corps de police en France, des corps de police généralistes, gendarmerie, police, des corps de police spécialisés. C'est l'un quand même des corps de police qui est le plus sous tutelle. Quand je vois ce que fait même la gendarmerie ou les gardes de l'OFB, ils ont quand même une indépendance vis-à-vis de la constatation des infractions qu'on n'a malheureusement pas encore au niveau des ex-DRIR et des DREAL. Voilà, c'est un point à souligner. Je pense qu'il faut qu'on le rabâche et qu'on fasse vraiment pression pour qu'il en soit ainsi. Merci. Paul Poulain. Et puis après, Nathalie, qui est très investie dans l'association Respire, je pense qu'elle a un témoignage important à apporter à chacun et à chacune. Ça marche. Donc oui, je voulais rajouter, parce qu'en ce moment, je suis en train de travailler sur un livre d'enquête sur les risques industriels en France. Et justement, sur ce que vous disiez sur les sanctions, c'est un vrai problème. Il y a 10% des sites inspectés qui sont mis en demeure. C'est-à-dire qu'1 sur 10 ne respectent pas la réglementation, alors qu'il n'y a que 9000 installations classées pour la protection de l'environnement qui sont inspectées sur 500 000 existantes. Et il y a eu les derniers chiffres qui sont consultables du ministère de la Justice montrent que seuls 18% des infractions signalées dans le domaine environnemental ont fait l'objet de poursuites pénales, contre 46% pour l'ensemble des autres infractions. Donc ça, c'est déjà problématique. Et puis les délais de procédure, vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont extrêmement longs. En moyenne, on est à 22 mois pour un délit environnemental devant un tribunal correctionnel de première instance, alors que c'est 11 mois pour toutes les autres infractions. Et donc après, tout au long du processus, ça continue. Et je pense que ça va être l'un des gros combats à mener pour vous suite à Lubrizol. Là, il y a encore une preuve importante. La semaine dernière a été annoncée la suite du combat juridique suite à l'explosion à Gennevilliers en 2010 dans une usine d'un four qui a entraîné la mort d'un des salariés qui faisait partie de l'équipe de première intervention. Ça n'a toujours pas été statué 10 ans après. Donc on voit que ce qui s'est passé pour AZF, où on a attendu 19 ans, on y est toujours. Et juste pour un complément d'information aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur le fait qu'on pense qu'on maîtrise tout, mais c'est faux, parce que les PPRT sont pas menés de la meilleure manière. On maîtrisera de toute manière jamais tout, mais il y a des gros progrès à faire. Et surtout, il faut savoir que l'erreur est humaine, même dans les spécialistes du domaine. Moi, j'en fais partie. Là, on vient de découvrir avec d'autres experts du risque d'explosion qu'il y a un document qui vient de sortir de l'INRS, qui est quand même pas rien en France,
un document qui est sorti en novembre 2020 où il y avait une erreur sur l'EMI, c'est-à-dire l'énergie minimale qui doit être fournie à un mélange sous forme d'une flamme ou d'une étincelle pour provoquer l'inflammation de l'acétylène. Et donc, le guide, il se trompe justement sur la valeur, et à cause de cette valeur, ça veut dire que l'acétylène qui est utilisé notamment pour la soudure en industrie, on ne prend pas en compte correctement le danger d'explosion. Et ça veut dire qu'on fait encore des erreurs comme ça. Et c'est là où il y a une réflexion à mener, pour moi, sur, effectivement, quand on parlait de transition écologique, énergétique tout à l'heure, il y a une réflexion à avoir en 2020, qu'est-ce qu'on décide de continuer de produire et qu'est-ce qu'on décide d'arrêter de produire parce qu'on refuse d'accepter de prendre des risques. Et ça, je pense que c'est des questions qui peuvent se poser que d'un point de vue démocratique, à partir du moment où on améliore l'éducation au risque, mais également la culture industrielle et scientifique. Et c'est là où il y a des associations comme FNE, l'ASL sont vraiment indispensables. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, on a monté la plateforme Notre Maison Brûle pour que vous ayez des outils à votre disposition pour faire de l'éducation populaire autour des risques. Il y a, sur le site internet, il y a une carte, il y a un tutoriel. Vous pouvez l'utiliser pour permettre d'aller chercher déjà les sites qui aujourd'hui sont mis en demeure pour prévenir la population, prévenir les élus et faire en sorte que ça avance parce que c'est vraiment important. Et puis à côté, on a créé un observatoire des violences industrielles qui montre les conséquences sanitaires et environnementales des incendies, des explosions, des pollutions toxiques. Il ne faut pas hésiter à participer. On est une dizaine de personnes à veiller à ce que les informations données ne soient pas erronées. Mais par contre, c'est participatif. Si vous voyez des choses, il ne faut pas hésiter à les rajouter. Très bien. Merci Paul. Alors, 2 interventions, une de Nathalie Lemeur et une deuxième d'Evelyne Détournay de l'association Rayonne Dynamique. Alors, moi d'abord ou pas? Oui, bonjour, merci beaucoup de me laisser la parole. Alors moi, je voulais intervenir sur la question de la santé suite à l'incident de Lubrizol, l'accident plutôt, même la catastrophe, parce que en fait, la grosse surprise qu'on a eue en tant que professionnel de santé, c'est de se rendre compte que finalement, rien n'a été fait pour prouver qu'il y avait eu un impact sur la santé. Il y a eu quelques mesures qui ont été faites, du nombre d'hospitalisations, du nombre de passages aux urgences, du nombre d'appels à médecins, SOS médecins, mais on n'a eu aucune analyse toxicologique, aucune étude de population pour évaluer réellement la santé. Il y a eu en fait quelques prélèvements qui ont été faits chez les pompiers dont on n'a pas les résultats. Même eux, parfois, n'ont même pas été informés des résultats. Il y a eu quelques avocates qui se sont mobilisées pour faire une analyse sur le sang maternel, mais en fait, on nous a dit qu'effectivement, on trouvait des produits polluants, mais que c'était la même chose que dans d'autres villes. Mais c'est pareil, c'est des résultats que nous n'avons pas. Il n'y a eu aucun prélèvement qui n'a été fait à titre conservatoire chez les riverains pour faire des dosages toxicologiques. Donc aujourd'hui, il va être extrêmement difficile d'un point de vue juridique de pouvoir montrer que effectivement toute la population, notamment les riverains, ont été en fait soumis à un risque toxicologique. Donc ça, c'est vraiment un énorme problème. L'ARS, de toute façon, est sous la tutelle de la préfecture. L'hôpital est sous la tutelle de l'ARS. L'université, si elle souhaite faire de la recherche, elle dépend des politiques qui vont donner en fait des sous pour faire de la recherche. Donc en fait, tout est bloqué. Aujourd'hui, on a un véritable blocage institutionnel des services publics pour pouvoir mettre en évidence effectivement un effet sur la population, un effet sur la santé de la population. Alors effectivement, on a fait des tas de dosages dans l'environnement, dans les laits de vache, dans les œufs, etc., qui ont été
qui ont été mis en œuvre par les exploitants qui sont mis en examen. L'évaluation des risques sanitaires a été confiée aussi aux exploitants. Et donc, c'est là-dessus qu'on va se baser pour surveiller la population. Donc, ça paraît vraiment complètement fou. Il n'y a aucune autorité indépendante médicale qui va être chargée d'évaluer les effets sur la santé. On n'a toujours pas de registre de cancer ni de malformation. Donc en fait, on ne sait pas. Et tant qu'on ne sait pas, évidemment, on ne pourra jamais prouver qu'il y a eu un effet sur la santé. Merci à vous. Merci de votre intervention. La parole à Evelyne de Tournai et je vais bientôt être dans l'obligation de clôturer la liste de questions puisque nous avons dépassé la durée. Alors bonjour, je suis aussi représentant d'un collectif d'associations environnementales dans le Pays de Bray. Christophe Olville représente une autre association et nous, notre préoccupation, c'est mais quel est le Pays de Bray est reconnu comme une grande richesse de biodiversité et on voudrait savoir mais qu'est-ce qu'il en est du suivi de l'impact sur cette richesse-là. Et on n'en sait rien, on n'a pas de retour d'analyse de prélèvement. Et je sais que Guillaume en a parlé tout à l'heure, mais voilà, donc nous, notre préoccupation, c'est l'atteinte écologique au niveau de la biodiversité. Et qu'on ne voudrait pas que ce soit oublié dans l'ensemble des attaques qui ont eu lieu sur les riverains, et nous, des riverains très éloignés, puisque dans le monde rural. Merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir à cette question? Christophe Olville. Alors, pour rassurer Evelyne, j'ai eu un peu de nouvelles par rapport aux analyses. Il y a des analyses qui ont été faites personnellement par certains maraîchers, entre autres Pascal Henache a eu des résultats d'analyse de ces terres, mais qui ont été faites de façon individuelle, donc ce n'est pas Lubrizol qui a mandaté, enfin les analyses de Lubrizol ont été faites et celles de l'État, et heureusement à l'heure actuelle, il y en a eu d'autres, c'est les deuxièmes dont on a le retour, elles sont raccord, fort heureusement, avec les analyses qui ont été faites par la boîte qui avait été mandatée par Lubrizol. Donc à l'heure actuelle, c'est plutôt rassurant. On peut dire qu'il n'y a pas péril en la demeure en ce qui concerne les analyses, en tout cas de terre, de sol, on va dire dans le Pays de Bray, tout particulièrement à Sommières. Voilà. Non, mais là, il y a un problème qui se pose, là, comme je l'écrivais sur le chat, on n'a pas de labo indépendant en toxicologie en France. Ça serait un gros effort à faire. Dans le mouvement antinucléaire, on est plus avancé sur ce domaine. Et justement, toute la problématique, c'est celle qu'on appelle les taches de léopard. C'est que une pollution ne se dissémine pas de manière égale. Et ça demande une présence, un maillage sur le terrain. Et moi, je suis content de voir qu'il y a beaucoup d'assauts. Il y a Dietmar aussi qui est là, qui sont mobilisés sur le Pays de Bray. Parce que il y a des choses qui sont bioaccumulées, qu'on pourra retrouver même dans quelques années et qui posent vraiment question. Et ça, c'est une vigilance sur la durée qui nous impose de travailler ensemble encore pendant longtemps. Bien, alors merci Guillaume. Je crois qu'il est 13h12, donc on ne va pas vous retenir plus longtemps pour aller manger. Ah, excusez-moi, monsieur Ritt, je n'avais pas vu la… Oui, non, mais merci Étienne. Non, je vais faire court parce que je voulais rebondir sur ce que disait Madame Lemeur et je partage toute sa réflexion autour du verrouillage qui peut exister sur justement le besoin d'avoir une étude, je dirais, sanitaire. On disait tout à l'heure qu'on n'avait pas tiré les leçons du passé. Mais pour vous donner un ordre d'idée, si vous regardez ce qui s'est passé à Céveso en 1976, ils ont mis en place un suivi sanitaire et un suivi des sols pendant 10 ans. Alors moi, je ne sais pas, c'est une proposition que je voulais faire peut-être à Guillaume. Est-ce qu'il est vraiment trop tard? Je ne sais pas. Est-ce qu'on ne peut pas exiger qu'il y ait quand même un suivi sanitaire? Parce que quand on regarde les molécules, il se trouve que j'ai des connaissances en écotoxicologie, il y a eu des mensonges de dit. Je ne connais pas les quantités exactes, mais j'ai regardé le rapport de
de l'INERIS sur les produits qui étaient stockés. Contrairement à ce que m'avait dit la responsable de com de Lubrizol, il y avait bien des produits chlorés stockés à Lubrizol. Donc, il y a eu de la dioxine. Potentiellement, il y a eu de la dioxine. La même chose qu'en Lombardie, à Seveso 1, la même chose qu'avec Métal Europe. Et on connaît les effets de la dioxine. On les connaît. Ça veut dire que d'ici 1 an, 5 ans ou 10 ans, on peut très bien se retrouver avec un échantillon de la population qui se retrouve avec des cancers. Donc, je ne pense pas qu'il soit forcément trop tard pour mettre en place un échantillon de la population et de le suivre. Je ne sais pas si c'est faisable, mais comment le faire? Mais je crois qu'il faut qu'on réfléchisse là-dessus parce que c'est vraiment majeur. Les dioxines, ce sont des molécules qui se stockent dans les graisses et elles sont hyper stables. Donc, on peut développer des maladies à moyen et à long terme. Alors, moi, les quantités déclarées que j'ai vues étaient faibles, mais le potentiel de contamination à la dioxine existe. Ajoutez à ça les problèmes d'amiante, les métaux lourds et compagnie, le suivi sanitaire, ça me paraît complètement majeur. Bien. Alors, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vais laisser la parole. Bien entendu ta question, il faudra qu'on en discute, qu'on se fasse un zoom spécifique là-dessus avec l'ASL, les copains des Pays de Bray. Ouais, t'hésites pas, Guillaume, invite-moi. Ouais. Effectivement, parce que malheureusement, on ne peut pas aller. Le défaut de ces journées-là, c'est qu'on ne peut pas aller tout à fait dans le détail, même si on parle de choses très intéressantes. Je vais laisser la parole à Joël pour notre président de FNE Normandie, pour conclure. Je vais te reprendre au vol, Étienne, en disant que le défaut de ces journées-là, il faut qu'on en fasse une qualité et qu'on n'hésite pas à en refaire. Hein, moi, je suis très content de cette matinée qu'on a passée ensemble. Je suis très content de voir qu'il y a non seulement des représentants du mouvement écologiste, on va dire, ou de défense de l'environnement, mais aussi des élus, mais aussi des professionnels. Je trouve qu'il y a vraiment un signe intéressant là, de la convergence d'intérêts entre la défense de l'environnement et puis, on va dire, la société civile. Je me souviens, il y a quelques années, un haut fonctionnaire dirigeant d'une administration que je ne vais pas citer, il y avait eu une réunion avec toutes les associations de Normandie, c'était un peu pour inaugurer la grande région, et on avait entendu ceci: mesdames et messieurs, il faut bien vous mettre dans la tête que dans développement durable, il y a développement. Ça donnait tout de suite le ton de la politique. Je pense que c'est une politique qui a vécu. Il faut qu'on prouve de mieux en mieux que cette politique-là, elle est totalement vécue, qu'elle est obsolète, et qu'il faut absolument prendre en compte toutes les variables de la vie, quoi. Hein, si on prend par exemple l'exemple le plus criant, c'est évidemment le détricotage du droit de l'environnement, qui est absolument catastrophique. Donc je pense qu'on va refaire des journées comme celle-ci sur différents sujets, mais on s'aperçoit qu'il y a une convergence vraiment entre tous les sujets sur ce plan-là. Voilà, il est déjà très tard, je ne vais pas en dire plus. Je remercie vraiment tout le monde, et en particulier nos organisateurs, comme on dit. Voilà, merci, et puis à très bientôt. Merci à tous pour votre participation. On continue le combat. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir.